Bonsoir. Donc après 2 soirées consacrées à la réincarnation, nous allons donc ce soir parler de la désincarnation. Alors comme je le dis à chaque fois, le principe c'est des questions auxquelles je réponds et je vais faire un état des lieux assez rapide, parce qu'après on y reviendra sûrement pendant la conférence, un état des lieux de comment se positionne le plan subtil. Alors le plan subtil, on peut l'appeler le plan de la désincarnation, on peut appeler l'au-delà, qui est le terme généralement utilisé. Donc il faut concevoir un univers qui est constitué de multiples fréquences. Des fréquences énergétiques qui pulsent à des taux différents les unes des autres. Donc des fréquences, on pourrait dire presque infinies, on pourrait dire autant de fréquences qu'autant d'êtres humains. Ce qui veut dire que un être humain, quand il se désincarne, il va par association guidée et puis surtout par effet de résonance de conscience, ou de résonance énergétique ou de résonance vibratoire, il va être appelé par l'une de ces fréquences. On peut appeler ça un plan, on peut appeler ça un champ, on appelle ça comme on veut. Alors il ne faut pas imaginer des successions en espalier les uns au-dessus des autres, il ne faut pas imaginer ça comme ça, mais on peut le faire aussi comme ça, de cette manière, pour essayer de percevoir, de comprendre le processus. Ce serait plutôt une sorte de fondu enchaîné, donc imaginons des milliers, peut-être des millions de fréquences qui s'amalgament les unes aux autres, tout en restant totalement indépendantes les unes des autres. Pour donner un exemple, imaginons, alors ces fréquences, ces multiples fréquences, elles s'élaborent de la plus basse, de la fréquence la plus matérielle que l'on puisse imaginer, bien qu'on soit sur le plan subtil, d'une vibration extrêmement lourde. Donc dans les religions, on appelle ça l'enfer. Et les fréquences les plus élevées, dans les religions, on appelle ça le paradis. Et entre les deux, il y a une infinité de degrés de vibration allant de la plus basse à la plus élevée. Ce qui fait qu'un être humain, quand il se désincarne, moi j'aime bien le terme transiter, je trouve que c'est mieux, quand il transite, donc il va être, par effet de résonance, il va être appelé par l'une de ces fréquences. Donc il va se diriger vers l'un de ces champs. Il y en a comme ça, ils sont infinis, l'un de ces champs. Et alors, à l'intérieur de ces champs, les choses sont aussi, il y a aussi des multiples vibrations. Donc imaginons, je dis bien imaginons, parce que ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe, mais imaginons que le champ sur lequel cette personne va être appelée, elle va se retrouver, est fragmenté en 7 sous-fréquences. Alors pourquoi 7? Parce que c'est un chiffre sacré dans le cosmos. Alors il n'y en a pas forcément 7, mais il faut bien se donner comme ça une base. Donc imaginons que la vibration de cette personne soit en résonance avec le sous-champ numéro 3. Bon, c'est simplement pour donner un exemple. Eh bien, il va se retrouver dans un espace qui va correspondre à son champ de résonance et surtout à son plan de cohérence sur le plan de la conscience. Alors il y a une loi énergétique en ésotérisme qui dit que le plus grand inclut le plus petit, mais que la réciproque n'est pas vraie. Ce qui fait que cette personne qui va se retrouver sur la sous-fréquence numéro 3 peut accéder aux sous-fréquences qui sont en dessous, à la 1 et à la 2. Mais pour accéder à la fréquence numéro 4, il va falloir qu'elle fasse un travail de conscience parce que la vibration de cette sous-fréquence est plus subtile et plus rapide et plus intense que la sienne. Et alors pour le moment, il n'aura pas du tout accès aux fréquences 5, 6 et 7. Et il faudra pour ça qu'il s'éveille encore plus sur le plan de la conscience. Et quand ce sera fait, quand il se sera éveillé à tout le potentiel énergétique et vibratoire de ce champ sur lequel il s'est trouvé, à sa prochaine désincarnation, il pourra aller sur une fréquence, sur un champ qui vibre sur une vibration encore plus subtile, beaucoup plus fine. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et ce qui se déroule, c'est que quand un être humain arrive sur l'un de ces champs, il se crée l'univers qui correspond
à son niveau de cohérence. Donc il peut imaginer tout ce qu'il veut, enfin tout ce qu'il veut dans son potentiel. Donc il peut même imaginer la vie qu'il menait, il peut imaginer les personnes qu'il côtoyait, ou il peut imaginer autre chose, imaginons une personne qui était peintre dans sa vie, qui était passionné par la peinture, arrivé sur la fréquence sur laquelle il va se retrouver un certain temps, il peut imaginer toutes les peintures possibles imaginables. Donc il peut aller même vivre dans des tableaux qu'il va concevoir en imagination. Je dis bien en imagination parce que ce n'est pas matériel. Donc il peut avoir la sensation de peindre, il peut avoir la sensation d'être couvert de peinture, il peut avoir la sensation de voir des décors qu'il va créer lui-même. Alors, il ne va pas être seul, bien évidemment, sur ce champ, parce qu'il va se retrouver avec des personnes, des êtres qui ont un niveau de cohérence, un niveau de vibration, un niveau d'entendement à peu près en résonance avec lui. Mais sur ce champ, il peut aussi appeler des êtres qui sont en résonance avec lui, se trouvant sur d'autres champs, mais ayant des résonances vibratoires relativement proches, parce qu'il faut quand même concevoir que, quand je dis des millions de champs, il y en a peut-être des milliards même de champs. C'est quelque chose d'absolument illimité. Sur Terre, on est sur une planète qui a ses limites, mais sur le plan subtil, ce n'est pas le cas. Chaque planète a son champ subtil, et chaque planète a un champ subtil qui est totalement illimité. Parce qu'on est dans un univers où il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Mais il y a quand même un temps, il y a quand même un espace qu'on pourrait appeler, nous, de notre point de vue terrien, un non-temps et un non-espace. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un temps et un espace qui est inhérent à la vibration de ces champs. Et chacune de ces vibrations, enfin, chacun de ces champs vibratoires a son temps et son espace particulier. Voilà un peu comment ça se passe. Alors bien évidemment, quand un être se désincarne, il ne va pas directement sur l'une de ces multiples fréquences. Il va d'abord passer par des stades intermédiaires qui petit à petit, le champ astral, peut-être le champ mental, peut-être le champ spirituel s'il est éveillé à la spiritualité, et petit à petit il va se retrouver dans ce champ qui va être sa nouvelle demeure pendant un certain temps. Je dis un certain temps parce que même si aujourd'hui le champ subtil nous est relativement un peu inconnu et même très lointain, il nous est, dans l'absolu, il nous est beaucoup plus familier parce qu'on passe depuis notre existence sur la Terre. Quand je dis notre existence sur la Terre, je pense à des vies et des vies et des vies en arrière, à des époques très très lointaines. On a passé jusqu'à présent beaucoup plus de temps sur le plan subtil que sur le plan physique. En plus de ça, quand on rêve, au moins 8 heures par jour, on dort 8 heures par jour. Quand on rêve, on est désincarné, on quitte le corps et on se retrouve quelque part sur une approche de ces champs. Donc ce qui veut dire que le plan subtil est quelque chose pour nous d'extrêmement familier, même si là, on n'en a pas la perception. Ce qui fait que je pense que de l'autre côté, quand on est sur le plan subtil, il doit y avoir des conférences identiques à celle-là, où on parle de ce qui doit se passer sur le plan physique, comment se passe la vie sur le plan physique. Bien évidemment, il y a peut-être des écrits qui sont, des écrits, pas forcément des écrits, parce qu'il faudrait une plume, mais il doit y avoir des moyens de communiquer ou des moyens d'imaginer ce que l'on vit sur le plan terrestre. Alors il ne faut pas prendre ça à la lettre, mais beaucoup de religions, le bouddhisme, la chrétienté, même chez les juifs aussi, on considère que entre le moment où un être se désincarne et le moment où il atteint la vibration sur laquelle il va pouvoir poursuivre son chemin d'évolution, il se passe une quarantaine de jours. Dans le bouddhisme tibétain, on appelle ça le bardo. Mais bon, c'est une appréciation qui vaut ce qu'elle vaut. Il y a sûrement des gens qui ont besoin d'une quarantaine de jours pour effectuer les diverses transitions, parce qu'on monte de champ en champ en champ. À chaque montée, le champ devient un petit peu plus subtil. D'autres ont sûrement besoin de beaucoup plus de temps que 40 jours, et puis d'autres, ça peut se faire bien plus rapidement. Et même quand on passe par le biais de la crémation, le processus est grandement accéléré puisqu'il n'y a plus rien qui retient l'être à la terre, tout son corps éthérique est brûlé. Donc quand le corps éthérique est brûlé, eh bien immanquablement,
la montée se fait beaucoup plus rapidement. Ben, c'est le champ éthérique qui retient l'entité momentanément sur Terre. Si le champ éthérique met plusieurs jours à s'évacuer, l'entité, elle est toujours là. Donc elle est entre deux mondes, elle est plus incarnée, mais elle n'est pas encore totalement désincarnée. Enfin, elle est désincarnée, mais elle n'est pas encore sur le plan subtil ou dans l'au-delà. Elle évolue entre deux mondes. Tant que le champ éthérique n'est pas brûlé, enfin n'est pas dissous totalement, et il y a des champs éthériques qui peuvent rester des années, voire des siècles, et donc c'est ce qu'on appelle les fantômes, qui sont en suspension, qui sont là entre deux mondes, et qui errent comme ils peuvent. Donc voilà, j'ai fait une petite présentation du processus, le panorama qui se situe un peu de l'autre côté. Maintenant, je vous laisse la parole aux questions. Alors j'en ai noté. Vas-y. Moi j'écris. Donc je suis repartie du temps d'une désincarnation dans ton bouquin. Donc tu dis la naissance et la mort sont des réalités illusoires ancrées dans l'inconscient collectif. Ce qu'on appelle naissance dans un plan est appelé mort dans l'autre. Plan physique et plan subtil et vice versa. Enfin, oui. Tu dis ça passe sans cesse à oui. l'autre. Sur le plan subtil, il n'y a pas beaucoup d'adeptes pour venir habiter un corps. Et là, tu dis, tu as écrit, la peur de la mort est également vécue dans la sphère subtile. Oui. Ça m'a étonné. Et après, car les perceptions illusoires que nous concevons sur Terre se retrouvent à des degrés différents dans la sphère, sur la sphère subtile. Non seulement différents, mais parfois beaucoup plus intenses, puisqu'on est dans un monde où on peut tout créer, il n'y a pas de limite. Oui, mais la peur de la mort est également vécue dans la sphère. Mais l'être qui se retrouve dans l'un de ces champs fréquentiels où il a créé sa nouvelle vie, momentanément, ça peut durer des dizaines d'années, ça peut durer quelques siècles. Eh bien, c'est comme nous ici, on s'est créé une existence particulière, et à un moment donné, il va falloir qu'il quitte cet univers pour aller vers quelque chose comme pour nous, qu'est-ce qui nous attend? Et pour eux, c'est pareil. Enfin, de l'autre côté, c'est la même chose. Qu'est-ce qui nous attend? C'est comme une mort pour eux. C'est un changement. Du plan subtil pour revenir en incarnation, c'est comme une mort. C'est une mort au plan subtil et une naissance au plan physique. D'autant plus qu'il y a une analogie. Aujourd'hui, quand on se désincarne, la plupart des personnes, enfin ce sont les témoignages qui vont dans ce sens, les personnes passent par un tunnel qui est plutôt sombre. Quand on s'incarne, on passe aussi par un tunnel. Non seulement en descendant, mais après quand on est dans le ventre de la mère, il faut passer par l'utérus, c'est l'équivalent à un tunnel sombre. Donc c'est douloureux pour l'enfant. Tout comme se désincarner, ça peut être douloureux pour certains de se retrouver dans ce tunnel. Si le tunnel est sombre, si dans le tunnel on entend des hurlements, des cris de détresse, imaginons dans quel état va se retrouver, psychique va se retrouver l'entité. Donc quand un être naît, la naissance, l'enfant il est pétri, il est broyé, il est écrasé, il est expulsé. C'est pas le cas dans les césariennes? Sauf dans le cas des césariennes, oui, mais bon, c'est pas forcément un processus naturel. Pas la même sortie. Si on peut l'éviter, c'est pas plus mal. Oui, donc voilà, c'est la mort aussi. D'autant plus que les êtres, c'est pas la course pour s'incarner de l'autre côté, mais un enfant va naître, un enfant est en gestation, et bien il y a un appel qui va se faire entre le plan physique et le plan subtil, et l'être qui est en fin de processus de vie sur le plan subtil, il est prêt à se réincarner, mais il n'est pas forcément prêt psychiquement à le faire. Mais il est appelé immanquablement, il y a un effet de résonance entre un corps et lui, et il est obligé de quitter son lieu et de descendre, enfin petit à petit de passer par les divers stades, de descendre pour se rapprocher de ce corps qui va être le sien pendant un certain temps. Donc voilà, la mort. Quand on meurt d'un côté, on est à l'autre, mais réciproquement. C'est comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'apprêtent avec joie à se désincarner. De l'autre côté, c'est un peu la même chose. C'est un phénomène forcé. Là, c'est par le vieillissement. De l'autre côté, c'est parce que quand on vient sur Terre, on vient pour expérimenter des choses. Quand on se désincarne, on vient pour intégrer
généralement, bon, ça peut être différent pour quelques personnes, mais généralement c'est comme ça que ça se passe. Bien qu'on puisse aussi intégrer sur le plan subtil, et puis je veux dire expérimenter sur le plan subtil et intégrer sur le plan physique. Mais généralement c'est plutôt le contraire. Donc quand la personne elle a terminé d'intégrer toutes ces expériences, c'est qu'elle est prête à se réincarner, même si ça, elle n'a pas forcément envie, si ça ne l'amuse pas de le faire, elle est immanquablement appelée parce qu'elle est comment dire, un candidat à l'incarnation, tout comme une personne qui vieillit, elle est aussi un candidat, une candidate à la désincarnation. Et on est obligé obligatoirement de se réincarner pour passer d'un champ vibratoire, pour aller dans un champ vibratoire plus haut. Comment ça? On est obligé de se réincarner, une entité est obligée de se réincarner? Non, pas forcément. La personne, elle peut continuer à évoluer sur le plan subtil. Ah oui. Mais c'est pas plus rapide, ça se passe pas plus rapidement sur le plan subtil que sur le plan physique. Parce que si c'était rapide, on n'aurait pas besoin d'avoir des centaines de vies d'existence, si ce n'est pas des milliers, pour passer d'un état d'inconscience totale à un état de supraconscience. Donc de l'autre côté, un musicien, il n'est pas forcément meilleur musicien sur le plan subtil, il a simplement d'autres aptitudes, d'autres possibilités. La musique, il va la créer autrement que par un instrument. Et quand il va revenir, peut-être qu'il aura présent en lui, il aura peut-être le souvenir inconscient des musiques qu'il a pu concevoir sur le plan subtil et qu'il va essayer de s'efforcer de créer sur le plan physique. Donc il y a comme ça un effet de réciprocité permanent entre les deux plans. Alors permanent, mais la plupart du temps, c'est totalement inconscient. Mais ce n'est pas parce que c'est inconscient que ce n'est pas présent, que ce n'est pas là. Alors on est, je dis souvent, un être qui est très limité, quand il se désincarne, il ne devient pas un génie. Il reste limité intellectuellement, mentalement, spirituellement, mais avec d'autres aptitudes, d'autres possibilités, mais il restera limité. À moins qu'il passe du temps à essayer d'évoluer considérablement, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de le faire sur Terre que de le faire sur le plan subtil. Sur le plan subtil, par exemple sur le plan subtil, on a des aptitudes que l'on n'a pas sur Terre. Pour rencontrer quelqu'un, si la personne elle est en résonance, si elle se meut sur des champs vibratoires un peu similaires aux nôtres, aux personnes qui se trouvent là-bas, pour contacter quelqu'un, ça peut se faire dans l'instant. On n'a pas besoin de se déplacer, il suffit par la pensée, on peut passer d'un champ à un autre, on peut être en permanence en lien, ou même en lien imaginaire. On peut imaginer la personne, mais on peut aussi aller vers elle. Il suffit de penser et on se déplace dans l'instant sur Terre. Mais pour aller rencontrer quelqu'un, il faut bouger, il faut prendre l'avion, la voiture, matériellement, c'est pas aussi simple. De l'autre côté, on a des facilités que l'on n'a pas sur Terre. Par exemple, sur Terre, marcher, c'est normal. Sur le plan subtil, voler, c'est normal. Oui, c'est normal. Je sais que j'ai eu une expérience comme ça de vol pendant longtemps. C'était tellement présent en moi que j'avais la sensation de pouvoir voler quand je voulais, et même souvent quand j'étais en retard, je faisais comme je donnais un coup de pied, non excuse-moi mon toutou, je donnais un coup de pied pour m'élancer, puis je me dis mais non, sur ce plan-là, je ne vole pas, je marche. Mais est-ce que c'est pas dû justement à l'expansion de conscience? Comment? Est-ce que c'est pas dû à l'expansion de conscience? C'est-à-dire? Moi quand j'ai eu mon phénomène, en fait, c'était vraiment... fait partie du tout, en fait. Oui. Ta conscience, en fait, elle est beaucoup plus large. Enfin, je sais pas comment imaginer ça, c'est... tu intègres un tout. Mais ça ne permet pas forcément de voler sur Terre sans avion. Tu as accès... je sais pas comment t'expliquer ça, c'est... tu as beaucoup d'infos, ça va très vite, en fait. Oui, ça va plus vite encore sur le plan subtil que sur le plan terrestre, mais ce n'est pas parce que ça va plus vite que ça nous aide grandement. Ça va simplement plus vite parce que c'est la particularité du champ subtil. Comme ici, la particularité, c'est qu'on est dans un corps, tout est lent, tout est lourd, on a d'autres spécificités. Comment? De la projection. C'est-à-dire? Projeter.
Oui, on peut le faire comme ça, mais je dis que sur la Terre, quand on veut faire des choses, ben, il faut relever les manches et se mettre à l'œuvre. Sur le plan subtil, c'est pas forcément nécessaire. Sur le plan subtil, il suffit souvent de vouloir quand c'est dans notre champ de conscience, des choses que la personne peut concevoir, peut idéaliser, peut vivre, pas concevoir des choses qui sont à des années-lumière de son champ de conscience. Ça reste toujours restreint à ce qu'est la personne, mais avec des possibilités multiples, mais aussi avec plein d'inconvénients. Par exemple, quelqu'un qui a des addictions très fortes sur Terre, l'alcool, la drogue, peu importe, enfin une addiction, de l'autre côté, bah, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de cigarette, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de nourriture, il manque beaucoup de choses. Donc il y en a certains qui sont pressés de se réincarner pour pouvoir... oui, se réincarnent très vite. On pourrait dire ceux qui ont de gros problèmes d'addiction ou les êtres qui sont frustres, qui ont besoin de la matière pour pouvoir vraiment s'exprimer, et ceux qui ont une mission de vie, donc des êtres très avancés spirituellement, qui viennent sur Terre pour faire avancer les choses dans quelque domaine que ce soit. Mais la plupart des autres, on met des freins, quoi. On n'est pas forcément pressé. Ceux qui s'occupent de la gestion du processus incarnation-désincarnation, des grandes entités cosmiques, que l'on appelle dans les enseignements les seigneurs du karma, doivent avoir un sacré travail à faire, hein, parce qu'ils gèrent des milliards d'individus, parce qu'on est 8 milliards incarnés sur Terre, mais il y en a beaucoup plus qui sont en phase de désincarnation. Les enseignements de la tradition universelle disent qu'il y a dans ce comment on pourrait appeler ça, dans ce processus évolutif lié à la Terre, donc depuis quelques millions d'années, il y a 60 milliards d'âmes humaines qui se réincarnent cycliquement. Donc si on est 8 milliards d'incarnés, il y en a 52 milliards qui sont désincarnés, qui attendent le moment favorable pour venir sur Terre. Une naissance, un appel. Donc obligatoire, quelqu'un vient, à moins que l'enfant meure en bas âge, donc l'entité elle peut repartir, mais elle ne va pas forcément aller très loin, puisqu'elle est descendue, elle va attendre une autre possibilité, dès qu'elle va être en résonance avec une famille, avec vibratoire, avec une mère, avec une femme, elle va se rapprocher de la femme, et puis elle va s'incarner très rapidement. Donc on passe beaucoup plus de temps de l'autre côté. D'autant plus, alors aujourd'hui, la Terre est très peuplée. Donc les temps de réincarnation sont beaucoup plus rapides, donc on reste moins longtemps sur le plan subtil. Mais il y a eu de très longues périodes sur Terre où la Terre était très peu peuplée, donc quand on était désincarné, on pouvait rester des centaines d'années, voire peut-être des milliers d'années avant de se réincarner. Imaginons une humanité avec, comme ça a pu être le cas il y a quelques siècles, avec 100 millions de personnes, donc beaucoup moins qu'aujourd'hui. Eh bien, ça fait combien? Ça fait 10, 20, 30, ça fait 80, on pourrait rester 80 fois plus longtemps sur le plan subtil qu'aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu une sorte de règle de 3 aussi. Hein. Plus c'est peuplé, plus la Terre est peuplée, plus on se réincarne rapidement, moins elle est peuplée et plus on reste longtemps. Il y a sûrement eu des personnes qui se sont réincarnées tous les 10 000 ans. Mais le temps n'existe pas de l'autre côté. On est dans un temps qui est un éternel présent. Donc 10 000 ans, 100 ans, 5 ans, tout ça c'est la même chose. Nous on compte toujours, on mesure toujours par rapport à un temps qui s'écoule d'un passé vers un futur. Mais sur le plan subtil, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On ne vieillit pas sur le plan subtil. On est comme on est. Et quand je dis qu'on est comme on est, on ne se voit pas. Ici, on peut se voir, il suffit d'être dans une glace, mais on se sait. C'est difficile de dire autrement, on se sait, voilà. On sait que l'on est, on sait qui l'on est, on sait comment on est, mais on ne se voit pas. Imagine que si on avait une glace, on verrait peut-être un fantôme, ou on verrait pas grand-chose. Mais par contre, on voit le reste, on voit les autres. C'est un peu comme dans un rêve. Qui dans un rêve qui se déroule sur un temps très long. On a des rêves où on peut avoir la sensation de vivre une expérience qui s'étale sur 20, 30, 40, 50 ans, voire peut-être plus.
Mais dans ces rêves-là, j'ai jamais entendu une personne dire « je me suis vu vieillir » dans un rêve. Le temps peut sembler s'écouler, les choses peuvent sembler vieillir autour de nous, sauf nous. Et on ne se voit pas, on se sait. Je ne sais pas, vous avez déjà eu cette sensation de... corps. Hein? Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps, mais on pourrait, puisqu'on voit les autres, on pourrait se voir. On pourrait imaginer, on pourrait concevoir de se voir. Ouais, mais quand tu dis on voit les autres, c'est qui les autres qu'on voit? Bah, c'est les personnes qui sont peut-être désincarnées ou qui sont en Désincarnés, phase de qui sommeil, sont- ou des personnes que l'on imagine. Bah, on les voit pas, tu sais pas si on Ah bah les si, voit, on les si, sent. si, non, non, on Ah, les on voit. les sent. Oh non, on les voit. Tu le vois déjà. Bah, les dans les voit. rêves, on voit. Dans les rêves, tu peux rencontrer des personnes, tu les Ouais, vois. oui, dans un rêve, ok. Et généralement, ça c'est mon expérience, mais c'est pas que la mienne, c'est l'expérience aussi de personnes qui ont eu comme ça des moments de ce qu'on appelle des NDE. Les personnes qui se désincarnent ont souvent l'habitude de garder l'apparence qu'elles avaient lors de leur incarnation, même si elles sont complètement déconnectées avec leur incarnation, qu'elles ont tout oublié, parce que quand on se désincarne, on peut tout oublier, comme on peut garder en mémoire certains événements, certaines images, certaines personnes. Eh bien, beaucoup de témoignages, en tout cas le mien aussi, les personnes sont habillées, la façon dont elles s'habillaient à l'époque où elles vivaient sur Terre. Quand j'ai eu ma NDE qui a duré 3 jours, j'ai rencontré une centaine d'amis qui étaient venus m'attendre. Donc il y avait des personnes qui étaient habillées à la mode du 19e siècle, d'autres qui étaient habillées à la mode du 17e siècle. Donc je pensais que le 19e siècle c'était des Français, des Belges, le 17e siècle c'était plutôt consonance italienne, et il y avait des lamas tibétains du 15e siècle. Chacun était dans l'habit et comment dire, une apparence physique qui n'était pas forcément des vieillards, mais une apparence physique de personnes d'une certaine maturité. Et tout le monde évidemment se connaissait, tout le monde se tapait dans le dos. C'était amusant parce que même les lamas tibétains, j'ai calculé qu'elle se devait faire au moins 5 siècles. Je les connaissais tous, tout le monde était amis, c'est comme si je les avais quittés 15 jours auparavant. Mais par contre, je n'avais plus le moindre souvenir du plan physique. J'avais juste comme ça une image qui me revenait, enfin une idée, c'était pas une image, j'avais comme un mantra dans ma tête, je ne peux pas laisser Marie-Odile avec 6 enfants. Voilà. Mais même Marie-Odile et les enfants, c'était très abstrait, mais c'était pour me faire revenir, parce que la tentation était puisque j'étais dans un état critique sur le plan physique, les chirurgiens faisaient tout pour me garder en vie. Il suffisait de rien pour que je ne revienne pas, parce que j'avais un corps qui était dans un état épouvantable. Et là, c'était la lumière, c'était génial. J'avais une centaine de personnes qui venaient m'accueillir. J'avais des amis tout autour de moi. Donc revenir, ça a demandé un effort considérable. Donc on peut avoir des expériences de l'autre côté qui sont extraordinaires, tout comme on peut avoir des expériences très difficiles, comme ça peut être le cas sur Terre. Vous avez sûrement entendu parler de ces expériences dans le tunnel. Donc beaucoup de personnes voient la lumière au bout, et même souvent des amis qui viennent les attendre. Mais il y a aussi ceux qui ont l'expérience terrible, terrifiante, où il n'y a pas de lumière au bout, il n'y a pas d'amis qui les attendent. Ils entendent que c'est la peur, les hurlements, ils sont dans un endroit sombre et ils se sentent écrasés. Ce qui fait que ces gens-là qui avaient déjà peur de la mort, quand ils reviennent, quand ils reviennent à la conscience, la peur de la mort, elle est démultipliée. Pour eux, c'est terrifiant. Alors c'est quoi cette différence, pourquoi certains verraient la lumière et d'autres, c'est une histoire c'est l'état de conscience. Niveau de conscience. Oui. Un être, je sais pas, un tueur en série, quand il se désincarne, je ne voudrais pas être à sa place. Ce qu'on appelle l'enfer, il va s'y retrouver. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas une punition. C'est qu'il va simplement se retrouver dans un état, dans un lieu qui est en résonance avec son niveau de conscience, avec son niveau vibratoire. Donc, ayant un niveau vibratoire, un niveau de conscience extrêmement bas, il va se retrouver dans des mondes qui seront en résonance avec son état vibratoire. Il va se retrouver au milieu d'êtres malfaisants, des tueurs en série. Alors, personne ne se tue de l'autre côté, mais c'est des émanations morbides, des émanations de peur, des émanations de tension. On voit ça très bien dans le film Au-delà de nos rêves. L'une
l'une des femmes, enfin la femme, l'héroïne, se suicide et elle se retrouve dans un lieu de désespoir. Alors, c'est pas parce qu'elle n'est pas punie parce qu'elle s'est suicidée, elle se crée un univers désespérant qui était le même univers dans lequel elle se trouvait au moment où elle s'est suicidée. Et donc là, c'est plus dans la tête, là c'est qu'elle se crée, la personne se crée un univers qui correspond à tout ce qu'elle a en elle, à tout ce qu'elle a dans sa tête. Parce que sur le plan subtil, on est créateur de son environnement. Oui, tu voulais dire. Oui, je voulais poser la question justement pour les personnes qui décidaient qui décidaient de se désincarner, les gens qui décident de se suicider justement. Oui. Si le processus est le même, mais là vous répondez à la question. Effectivement, c'était par rapport. Je parle de suicide, de refus de la vie. Je ne Oui. parle pas des gens qui se suicident, par exemple, en temps de guerre, pour éviter de donner le nom de ses amis du réseau. Là, c'est un acte de courage. Non, je parle des personnes là, qui lâchent prise, qui n'affrontent pas la réalité. Oui. Alors, ils ne sont pas punis de l'autre côté, c'est pas ça, mais chacun va se trouver, va créer l'univers qui est en résonance avec lui. Donc, si l'être part en étant au désespoir total, eh bien, il va se retrouver dans un univers désespérant. Jusqu'au moment où il pourra peut-être avoir une illumination, parce qu'on peut toujours avoir une illumination, et à ce moment-là, il pourra changer de champ fréquentiel et aller sur un champ d'une fréquence beaucoup plus subtile que celle sur laquelle il se trouvait. Donc il n'y a pas de punition. Hein, c'est à souhaiter, parce qu'autrauement, ça veut dire qu'il reste toujours dans la même vibration, puis après, quand il se réincarne aussi, ça veut dire qu'il reste toujours dans des vibrations basses, ou après, comment on accède. C'est comme un être qui a toujours vécu, qui a vécu depuis très longtemps dans la haine, ou au sein d'un groupe très particulier qui refuse le monde, qui se ferme sur lui-même. Eh bien, quand il va s'incarner, il va être appelé, il va être en résonance avec des familles, des univers, des lieux sur lesquels des gens vivent la même chose. Et quand il va se désincarner, c'est la même chose. Il va être appelé, il va être happé même, on pourrait dire. Il va être happé, il ne pourra pas faire autrement, par un lieu ou des lieux qui sont en résonance vibratoire avec tout ce qui est en lui. C'est pour ça on appelle ça l'enfer ou le paradis. Alors l'enfer, dans les religions, c'est présenté comme une punition et le paradis, c'est présenté comme une récompense. Il n'y a ni punition ni récompense, il y a simplement l'état dans lequel nous nous trouvons, l'état vibratoire ou l'état de conscience dans lequel nous nous trouvons, et qui fait qu'on est appelé dans des lieux ou dans des espaces et qui sont cohérents avec ce que nous sommes. Voilà. Et après, ces personnes-là, elles n'ont pas de possibilité de changer de champ ou de s'améliorer, d'évoluer une fois qu'ils sont... Ah, si, bien évidemment, mais regardons sur Terre, il y a des êtres, ils naissent, on les quitte à 20 ans, on les retrouve à 80 ans, ils n'ont pas changé dans iota, ce sont les mêmes. Ça, c'est à la discrétion de chacun. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Même si les possibilités sont plus vastes, c'est pas parce qu'elles sont plus vastes que ça donne des possibilités autres. L'être, il est ce qu'il est, il reste ce qu'il est avec d'autres, dans deux mondes différents, ayant chacun son champ vibratoire. Et est-ce que Oui. si on prie ou si on leur envoie de la lumière ou si on leur envoie des pensées créatrices pour les aider, ça les aide? Alors, ça peut les aider de la Terre, mais c'est vrai que sur le plan subtil, il y a des êtres de conscience éveillés qui vont accueillir d'autres êtres et qui vont essayer de leur ouvrir, un peu comme aujourd'hui. Ici, il y a des gens qui écrivent des livres et qui peuvent être inspirants, d'autres qui font des films inspirants, d'autres qui conçoivent des musiques ou des peintures et qui peuvent élever l'esprit de ceux qui participent. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc il y a des quantités d'êtres qui ont pour mission, qui se donnent pour mission de vie d'aller aider ceux qui se trouvent dans des champs vibratoires qui sont assez pesants pour leur donner l'envie de s'en extraire pour aller vers d'autres lieux plus agréables. Voilà, c'est comme ici, hein, sauf que ça se fait différemment. Ici, pour inspirer les autres, il faut écrire des livres, il faut faire des conférences, il faut faire des films. De l'autre côté, il suffit de le vouloir et de se mettre en résonance avec des êtres qui sont sur des champs vibratoires beaucoup plus bas. Donc il y a des thérapeutes aussi là-bas? Il y a des thérapeutes, oui. Un thérapeute, quand il se désincarne, s'il est motivé par ce qu'il a fait sur Terre, il va rester thérapeute, avec d'autres aptitudes.
de clairvoyance, de clairaudience que l'on n'a pas forcément sur Terre, mais quand il va se réincarner, il ne sera pas forcément clairvoyant et clairaudient. Peut-être qu'il aura gagné un peu plus en clairvoyance, en clairaudience, mais pas aussi facilement que de l'autre côté. Mais tu dirais, Alain, qu'il n'y a pas que la Terre comme possibilité. Enfin, c'est la seule pour vraiment expérimenter. Donc, expérimenter le plan matériel, tout ce qui est physique, oui. Mais ils n'ont pas d'autre choix. Enfin, si, ils ont d'autres choix. Ils ont le choix d'aller aider d'autres personnes dans des fréquences plus basses. Oui. Enfin, est-ce qu'il y a autre chose comme option que la Terre, pardon? Tu veux dire d'autres planètes sur lesquelles on peut Ou s'incarner? autre chose. Il n'y a que deux Je sais plans. pas Hein. si Il y a le pense plan pas physique forcément où que nous la sommes et Terre. le plan subtil. Il n'y en a pas d'autre. Et le plan Voilà. physique, pour nous, pour le moment, enfin pour le moment encore depuis longtemps, c'est la Terre. Parce qu'on a été créé dans cet univers, dans le champ de cohérence de la Terre. On fait partie de l'expérience de ce qu'on appelle le logos planétaire, l'énorme conscience qui a pour corps de manifestation une planète, et nous sommes des cellules de son corps, les animaux sont des cellules de son corps, le champ matériel est Complètement lié à la Terre. Nous sommes liés à la Terre, nous sommes Mais liés... on peut bien penser quand même, nous on est liés à la Terre et on se désincarne sur le plan subtil, mais on peut quand même penser qu'il y a encore plus grand. Il y a encore plus grand, mais quand on aura terminé, quand un être a terminé le processus, quand il est passé par tous les stades de conscience, quand il aura atteint un certain niveau de conscience, c'est-à-dire que le niveau le plus ultime que l'on puisse vivre sur Terre, enfin dans le champ de cohérence de la Terre, et même sur le plan subtil qui est lié à la Terre, eh bien cet être va quitter le règne humain. Les bouddhistes appellent ça quitter la roue des réincarnations, la roue du dharma. Il va rentrer dans un règne de la nature qui est sur une vibration beaucoup plus subtile que le règne humain. Il va rentrer dans le règne spirituel. Et là, il va poursuivre son évolution. Alors, il peut rester dans l'aura de la Terre pour aider les règnes de la nature, minérale, végétale, animale, humain, à évoluer, ou il va partir dans d'autres champs de conscience, dans le système solaire. Alors là, c'est pour bien plus tard pour nous. Donc, on saura comment ça se passe quand on y sera. Hein. Et puis, une fois que l'être aura terminé son évolution pendant des milliards d'années dans le champ de cohérence, le champ de conscience du système solaire, il quittera le système solaire pour aller continuer son processus évolutif dans un système solaire beaucoup plus avancé que notre système solaire. Parce qu'il faut concevoir que nous sommes une conscience. Une planète est une conscience, un système solaire est une conscience encore plus vaste, un cosmos est une conscience encore bien plus vaste. Ce qui fait que notre évolution, nous, elle est infinie, elle sera infinie et on passera dans des éons, dans des milliards d'années, et on passera par des systèmes solaires et peut-être qu'un jour on quittera la galaxie dans laquelle nous nous trouvons pour aller dans une galaxie qui a un champ de cohérence encore bien plus vaste que la Voie lactée. C'est infini. Et ça démarre. Mais pour le moment, ici, nous sommes liés à la Terre. Et il y a tellement à faire en gros, Ouais. par rapport à toutes les sortes de fréquences différentes. La tâche est tellement que oui, on évoluera. Mais il y a tellement à faire qu'en fait, il n'y a pas autre chose que la Terre. Ah, c'est la Terre, le plan subtil, la Terre. Pour le moment, pour nous, voilà. En tant qu'être humain, mais plus en tant qu'être spirituel. Non incarné, parce que quand on est dans le champ spirituel, quand on est ce qu'on appelle des êtres de lumière dans la plupart des livres, on n'a plus besoin d'un corps physique. On est dans un corps de lumière. On n'a plus de corps éthérique, on n'a plus de corps astral, on n'a plus de corps mental, on est dans un corps uniquement spirituel. Mais ça ne veut rien dire, un corps spirituel, pour nous, on ne sait pas ce que c'est un corps spirituel. C'est une image que l'on se fait et qui donne une idée de ce qui nous attend plus tard. Alors il y en a qui restent dans l'aura de la Terre pour aider l'évolution des animaux, des humains, et de temps en temps ils se manifestent par le biais d'une transmission, par le biais d'un enseignement qui est donné, par le biais de quelqu'un qui s'incarne et puis qui va apporter une révélation à l'humanité dans un domaine précis. Mais ces êtres-là ne sont pas nombreux. Un jour, ils seront beaucoup plus nombreux. Parce qu'il faut voir que ce sont des reines minérales, reines végétales sur une fréquence plus précise, plus juste, plus fine. Règne animal,
sur une fréquence encore plus subtile. Règne humain sur une fréquence encore plus subtile. Règne spirituel, donc la fréquence très subtile. Tous ces règnes sont animés par des consciences. Conscience animale, conscience végétale, conscience minérale. Alors, évidemment, une conscience végétale, ce n'est pas une entité, c'est un champ de cohérence qui pulse sur une résonance particulière. Mais ce sont des consciences qui vitalisent. Il y a les esprits de la nature qui vitalisent la matière, qui vitalisent la terre, qui vitalisent les plantes, qui vitalisent les arbres. Et quand une entité, parce que c'est pas une entité, quand des entités de conscience, enfin appelons ça des entités de conscience d'un règne de la nature sont arrivées au bout de leur chemin spirituel d'évolution en tant que règne. Et par exemple, prenons le règne minéral. Le règne minéral, l'aboutissement d'évolution au sein du règne minéral, des consciences minérales, c'est les pierres précieuses ou les pierres radiantes comme le radium. Chez les animaux, c'est les animaux domestiques qui arrivent au bout, un peu comme un être humain qui est passé par tous les stades, qui a éveillé une grande spiritualité en lui, il est prêt à passer dans le règne suivant. Ce que veut dire, c'est que plus il y aura d'êtres humains qui passeront dans le règne suivant de la nature, dans le règne spirituel, ça ouvrira la porte à tous les animaux qui sont prêts à intégrer le règne humain et devenir un jour des entités humaines. Et quand il y aura des quantités d'animaux qui passeront dans le règne humain, il y aura des quantités de conscience végétale qui pourront passer dans le règne animal. Et quand ce processus aura lieu, mais peut-être dans des millions d'années, ce processus aura lieu, ce sont des entités de conscience du règne minéral qui pourront passer dans le règne végétal. Alors il y aura toujours des consciences minérales, parce que sinon il n'y aura plus de planète. Mais il y en aura peut-être de moins en moins. Peut-être que la Terre deviendra une véritable forêt vierge à ce moment-là, parce que les humains ne seront plus forcément présents. Il y aura essentiellement des animaux, il y aura des plantes, de plus en plus de plantes. Donc voilà, c'est un processus qui se fait sans fin. Et de l'autre côté, c'est la même chose, sauf que de l'autre côté, c'est pas en tant que règne, c'est en tant que fréquence, de champ fréquentiel, on monte de champ en champ. Sauf quand on est arrivé au bout ultime de l'évolution en tant qu'humain, qu'on est passé dans le règne spirituel, donc là on n'est plus happé par ces champs, on rentre dans d'autres champs de conscience et qui sont d'un niveau de vibratoire beaucoup plus élevé que le champ de conscience le plus élevé de notre plan subtil actuellement. Donc là, c'est une chaîne toujours permanente, sans fin, de progression de conscience, de la conscience la plus basse jusqu'à illimitée. Après, il n'y a plus de limite. Peut-être qu'un jour, on saura des consciences planétaires, mais dans des milliards d'années, peut-être. Mais bon, c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Est-ce que tu penses que dans le plan astral ou dans le plan mental, il y a des écoles ? Pas comme on l'entend ici, mais bien évidemment qu'il y a l'équivalent de cours qui sont donnés. Oui, il y a ça ne se passe pas de la même manière, mais absolument, oui. Mais quelque part, le plan subtil est le reflet du plan physique, et le plan physique est le reflet du plan subtil. Donc, ce que l'on vit sur Terre, on le vit différemment, mais de manière un peu semblable, même si c'est différent, on le vit de manière semblable sur le plan subtil. Il y a des enseignements qui sont donnés. Si on est motivé pour continuer à évoluer, on peut évoluer dans les plans subtils. Oui, bien sûr, heureusement. Ce n'est pas que pour intégrer ce qui a été vécu sur Terre, surtout quand on y reste qu'un siècle. Un siècle, c'est rapide, et quand on y reste des milliers d'années, quand la Terre est très peuplée, ça doit devenir un peu casse-pied de rester de l'autre côté. Tu prépares ta future absolument, incarnation. On prépare sa future incarnation, même si on est totalement inconscient de ce qui se présente. Parce que ne se préparent à l'incarnation que les êtres qui ont vraiment une conscience éveillée. Les autres qui sont appelés, ils n'ont pas le choix, il faut le faire. Oui. Alors si on estime que, admettons là, nous, on a conscience qu'on est incarné et qu'on va se désincarner un jour, on peut espérer que quand on va se désincarner, justement, la fréquence sur laquelle on sera, même si c'est pas tout à fait la même chacun, on peut espérer que on aura oublié plein de choses, je suis d'accord,
mais on saura qu'il y a incarnation, désincarnation. J'espère que ça... Oui. Que cette conscience-là, non, on la perd pas, parce que ça serait revenir quand même... Parce que... On va la retrouver. Il y a un phénomène qui... au bout de combien de temps? Il y a un phénomène qui commence à se mettre en place sur Terre pour les êtres qui sont vraiment éveillés spirituellement, c'est qu'à un moment donné, ils vont se préparer, on appelle ça la préparation à la mort. Et c'est pas forcément parce que le corps est décrépit. La personne, elle considère qu'elle a expérimenté tout ce qu'elle avait à expérimenter, qu'elle est allée au bout de son potentiel sur Terre, dans le corps qu'elle avait. Parfois le corps, il ne permet pas forcément toujours de se mouvoir facilement, on peut avoir des maladies. Et donc à ce moment-là, la personne va se préparer à la mort, alors se préparer d'une manière psychologique, avec peut-être mettant des encens, tout un processus de préparation à la mort. Et ça va devenir de plus en plus fréquent, ce genre de choses. Mais de l'autre côté, c'est la même chose. Pour ces êtres-là qui se préparent à la mort, ils vont se préparer à la réincarnation. Donc ils vont se préparer aussi à la mort au plan subtil par des méthodes qu'on ne connaît pas. On les connaîtra quand on sera dans le plan subtil, mais qui seront quelque part en résonance avec les méthodes que l'on met en place aujourd'hui sur le plan physique pour se préparer à la transition. Et ça se fera de plus en plus dans les temps qui viennent. Oui, Marie-Lille ? Est-ce qu'ils se préparent aussi, parce qu'on parle des fois de mission de vie, est-ce que ça pourrait être des personnes qui préparent leur mission ou qui imaginent leur mission? Mais en s'incarnant ou en se désincarnant? Quand ils sont désincarnés, pour se préparer. Ah ben oui, bien évidemment. Moi, c'est ce que j'appelle ce qu'on appelle des familles d'âmes. Une famille d'âmes, c'est un ensemble de personnes, d'êtres qui ont des motivations identiques, qui ont un but commun. Par exemple, actuellement, c'est celle que j'ai repérée, c'est la famille d'âmes d'un groupe de musiciens qui depuis le début des années 70 vient sur Terre pour créer une nouvelle musique. Donc la plupart de ces musiciens sont norvégiens, donc ils se connaissent tous entre eux, bien évidemment. Donc c'est une famille d'âmes. Avant de s'incarner, ils se sont réunis. Alors ils ne sont pas tous incarnés, ils viennent petit à petit les uns après les autres. Donc les premiers qui sont venus au début des années 60, enfin ils se sont incarnés avant, ils se sont incarnés dans les années 50. Quand ils ont commencé à jouer de la musique dans les années 70, c'était les leaders de cette famille d'âmes qui sont venus impulser quelque chose. Donc ceux qui étaient peut-être les plus avancés de ce groupe à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont plus avancés qu'eux sur le plan de la conscience. Donc ils sont venus s'incarner. Ils se sont répartis dans nombre de pays. Donc pourquoi la plupart ont choisi la Norvège, ça, je ne suis pas norvégien, je peux imaginer un peu pourquoi, mais bon, je ne suis pas à leur place. Quelques-uns sont venus aux États-Unis, très peu. En France, il n'y en a eu aucun, malheureusement. Donc ils sont venus essentiellement dans les pays nordiques apporter cette musique. Et il y en a d'autres qui viennent, donc c'est un ensemble d'êtres. Il y a peut-être des centaines de musiciens qui appartiennent, enfin d'êtres qui sont momentanément musiciens, quand je dis momentanément, peut-être depuis 2 ou 3 vies, qui ont décidé de se manifester par le biais de la musique, là, autant sur le plan physique que sur le plan subtil. Et quand ils auront réussi, quand ils auront amorcé véritablement dans le monde cette nouvelle musique, en jouant différemment, en inventant une nouvelle musique, peut-être quand ils vont se désincarner, ils vont concevoir la suite, un autre processus dans des dizaines peut-être d'années ou dans quelques centaines d'années, et ils reviendront en groupe pour apporter une nouvelle révélation à l'humanité. Mais ils ne s'incarnent pas tous en même temps. Ils se dispatchent, donc peut-être que ce groupe de musiciens, alors je ne sais pas, moi j'en fais pas partie de ce groupe de musiciens, mais peut-être qu'il y a 20% du groupe qui est incarné, peut-être qu'il y en a 40 ou 50% aujourd'hui. Mais la plupart du temps, quand il y a une famille d'âmes qui vient, qui a une manifestation à faire, que ce soit dans le domaine artistique, spirituel, médical, éducatif, technologique, peu importe le domaine dans lequel ils vont opérer, ils se dispatchent dans le temps, ils choisissent les pays,
pourquoi certains vont aller dans tel pays, peut-être qu'ils sont en résonance avec l'état vibratoire, parce qu'une nation, c'est aussi une vibration. Non, on ne les voit pas. J'ai connu une femme qui écrit des livres que j'ai ici, qui s'appelait, comment elle s'appelle, Dorothy McLean, qui a écrit un livre sur les anges magnifique. Elle me disait que quand elle rentrait pour la première fois dans un pays, elle se connectait à l'ange de la nation. Elle rentrait en communication avec cet ange, donc une entité qui est l'égrégore, on pourrait dire, l'égrégore qui correspond à la totalité des personnes vivant dans ce pays, autant passées que présentes. Et elle recevait des informations sur la nature des systèmes de croyances de la nation dans laquelle elle allait se positionner pour faire des conférences ou écrire des livres. Donc voilà, il y a des êtres comme ça qui ont des capacités, et on en aura de plus en plus des capacités de cet ordre-là. C'est ça l'intérêt de la réincarnation. Il faut penser toujours en termes de conscience, pas en termes d'un chien, un humain, une plante, de conscience qui anime les différents règnes de la nature. Et ces consciences, elles sont là, elles s'incarnent, elles se désincarnent pour évoluer. Parce que l'évolution, c'est s'il y a bien une seule chose qui existe dans l'univers, parce que tout dans l'univers est porté par ce processus évolutif. C'est pour dire que c'est inscrit dans l'ADN du cosmos. L'évolution, ça veut dire que les consciences qui habitent le cosmos sont là pour grandir, toutes, quelles qu'elles soient. De la plus infime jusqu'à la plus vaste qui soit, on est là pour grandir. Donc la plus infime deviendra moins infime, et la plus vaste deviendra encore bien plus vaste qu'elle l'est actuellement. Donc elle change de forme régulièrement, on change de forme. Enfin régulièrement, ça se fait quand même, il faut quand même un certain temps, mais oui, oui absolument. Ouais, donc elles sont arrivées à leur processus d'évolution. Parce que chaque règne de la nature, quel qu'il soit, a une finalité, enfin une conscience ultime. Et quand elle est atteinte, cette conscience ultime, eh bien, les entités de conscience passent dans le règne suivant de la nature. Une conscience planétaire, eh bien, elle va, parce qu'une planète aussi s'incarne et se désincarne, on appelle ça, dans les enseignements de la tradition indienne, Pralaya et Manvantara. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Pralaya, c'est une désincarnation cosmique, et Manvantara, c'est une incarnation cosmique. Ce qui sous-entend qu'à la naissance de l'univers, si la théorie du Big Bang est juste, elle semble corroborer en tout cas les grands écrits ésotériques de l'Inde ancienne et du Tibet, qu'au départ, il y a eu une conscience qui, un peu comme dans l'ovule de la femme, une ovule qui naît, qui grandit, et puis qui prend une forme. Donc l'univers en expansion, il est en expansion parce qu'un jour, la conscience universelle, qui était en phase de pralaya, donc de repos cosmique, s'est réincarnée, donc le fameux Big Bang, et depuis d'après les théories, 14 milliards et demi d'années, cette conscience, elle grandit, c'est la théorie de l'univers en expansion. Donc l'univers est une énorme conscience, et tout ce qui vit à l'intérieur de cet univers sont des consciences qui sont de vibrations moindres que la conscience universelle. Et donc il y a des centaines et des centaines de milliards de consciences différentes dans l'univers, et quand je dis des centaines de milliards, c'est peut-être des milliards de consciences différentes, toutes en processus évolutif. Et toutes, à un moment donné, s'incarnent et se désincarnent. Une conscience, l'univers, il s'est incarné puisqu'il est là, il est constitué de galaxies. Une planète, une conscience planétaire, elle s'est incarnée dans une planète, elle a pris la possession d'une planète jusqu'au moment où elle a abouti son processus. Par exemple, la Lune est un astre mort en voie de décomposition. On peut imaginer très bien que la Lune a été un astre animé par une conscience planétaire pendant très très longtemps. Cette conscience est arrivée, peut-être, là je fais des suppositions, j'en sais rien, mais bon, je prends un exemple qui nous est proche, la Lune. Peut-être que la conscience qui a animé la Lune a atteint son apogée, elle s'est désincarnée
pour peut-être s'incarner ailleurs plus tard dans une autre planète d'une conscience plus vaste, ce qui fait que le corps physique meurt petit à petit et la Lune est en phase de décomposition. Et la décomposition, là, c'est pas comme un corps. Un corps, ça peut durer quelques mois. La décomposition totale pour un astre, c'est des centaines de millions d'années, voire peut-être quelques milliards d'années. Les échelles de temps sont beaucoup plus longues que pour nous. Mais pour une conscience planétaire, ou une conscience, encore plus une conscience solaire, une vie qui va durer des milliards d'années, c'est pas plus long pour elle que nous, 80 ans. Il faut toujours mettre ça à l'échelle de la conscience. Puis en plus, comme le temps n'existe pas pour ces consciences. Et donc quand on est désincarné, si on a un certain niveau de conscience, on peut préparer notre future incarnation, même si on ne peut pas totalement se douter de quoi, comment on va ressentir les choses, sentir tout ce qui est pas. Aussi, ça peut aller très loin. Déjà, l'entité va rentrer en résonance avec une famille particulière. Quand il dit entrer en résonance, c'est là qu'on choisit notre famille, et après plus précisément. Le lieu, ça commence déjà par le lieu. Donc peut-être le pays, choisir un pays. Après choisir une famille, être en résonance avec la famille. Résonance peut-être pour une résonance de cœur, ou peut-être une résonance qui va permettre à la personne, elle va se retrouver dans un univers qui ne lui est pas familier, ou qui est même peut-être opposé à ce qu'elle est, pour pouvoir se dépasser. Si elle a besoin de se dépasser, elle va choisir une famille qui ne sera pas forcément en cohérence vibratoire avec ce qu'elle est. Elle va choisir de s'incarner pour travailler certaines aptitudes. Mais bon, si les choses se passent merveilleusement bien, l'entité qui va s'incarner, elle va entrer en résonance donc avec une famille, avec une femme, d'abord la femme, et puis quand cette femme sera enceinte, au bout de quelques temps, généralement 3 mois, l'entité descend, et elle se rapproche du fœtus, et donc elle est là en parallèle. Elle n'est pas dans le fœtus, hein, elle est là en esprit autour de la mère. Elle peut même la protéger, la mère, et elle attend le moment de la naissance, et au moment de la naissance, eh bien, elle intègre le corps. Et quand on coupe le cordon et que l'enfant pousse le premier cri, c'est à ce moment-là que l'entité prend vraiment possession du corps. Alors non, quand je dis vraiment, l'entité se trouve dans un corps, mais elle va prendre possession du corps qu'à partir du moment où elle sera capable de marcher, de parler, de bien se manifester avec son champ émotionnel, après avec son champ mental. Ce qui fait on pourrait dire qu'une incarnation est vraiment totalement effective sur tous les plans à partir du moment où l'être entre en maturité. C'est-à-dire maturité quoi? Pour certains c'est 18 ans, pour d'autres c'est 40 ans, pour d'autres c'est dans la vie suivante. Quand je dis prendre possession totalement, ça ne veut pas dire qu'il y a une entité qui est à côté du corps physique, le corps physique qui se veut tout seul. Non, l'entité, elle est dans le corps, bien évidemment, mais elle ne le manie pas, un peu comme un marionnettiste qui aurait du mal avec ses marionnettes, quoi, qui aurait des fils qui s'entrefilent. Elle n'est pas encore le maître de son corps. Voilà, elle n'est pas le maître, comme disait Mandela, je suis le capitaine de mon âme, elle n'est pas encore le capitaine de son âme. Pour cela, il faut qu'elle passe par tous les stades, donc de l'enfance, apprendre à marcher, à parler, après apprendre à utiliser son champ émotionnel, après à utiliser son champ mental. Et puis si la personne elle est vraiment éveillée spirituellement, c'est quand elle commence à s'éveiller sur le plan spirituel que vraiment on peut considérer qu'elle est totalement incarnée, là, vraiment, qu'elle est efficace à ce moment. Est-ce que tu peux expliquer par exemple la différence entre l'âme et l'ego par rapport à la désincarnation? Mais si un être est véritablement, si c'est son âme qui s'est vraiment révélée pendant son existence, quand elle va se désincarner, les choses se passeront très vite parce qu'elle est dans l'âme, donc elle va être attirée par le champ spirituel ou le champ mental supérieur très très rapidement. Mais si la personne s'est manifestée tout au long de sa vie plutôt en tant qu'ego plutôt qu'en tant qu'âme, eh bien
elle va passer par des strates, des différentes strates qui vont lui permettre petit à petit d'aller dans le champ fréquentiel sur lequel elle va pouvoir continuer son processus évolutif. Ça ne va pas se faire comme ça rapidement. Elle va peut-être rester sur dans le plan astral pendant un certain temps. Elle peut même traverser le plan astral inférieur. C'est pas très drôle, le plan astral inférieur, ce qu'on appelle l'enfer. Elle va mettre un certain temps. Donc les fameux 40 jours du bardo Todol, ou plus que ça pour d'autres. Il y en a aussi qui restent bloqués pendant très 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 longtemps, quand ils sont vraiment dans l'ego et que l'âme ne s'est jamais vraiment exprimée, dans un ego extrêmement puissant, très fort, que ces êtres-là ont une peur phénoménale de la mort, et que le corps a été enterré, eh bien certains peuvent rester comme ça longtemps entre deux rives. Alors ce qui est amusant, c'est que... Comment ? Ce sont les fantômes, ça. Oui, des fantômes, oui. Oui, les alors ce qui est amusant, c'est que les processus de passage au moment de la désincarnation, suivant les époques, ce ne sont pas les mêmes. Dans les temps anciens, on parlait beaucoup en tout cas dans le bassin méditerranéen, en Égypte, en Grèce, chez les Romains et dans d'autres cultures, on parlait de la barque avec le Styx, une rivière tumultueuse à traverser. D'autres disaient que quand on avait traversé, l'âme était pesée sur une balance et suivant si le poids était minime, eh bien l'âme allait vers des horizons joyeux. Si l'âme, c'était le corps, enfin l'ego qui prenait le poids sur l'âme, l'âme partait vers des lieux beaucoup moins amusants pour elle. Donc il y a comme ça aujourd'hui, enfin depuis une cinquantaine d'années, c'est le tunnel. On a eu un long passage à vide entre les civilisations passées et la civilisation actuelle. Pendant longtemps, il n'y avait plus que le paradis et l'enfer. Entre les deux, on ne savait pas trop. Mais maintenant, là, dans notre civilisation, dans notre culture actuelle, c'est le passage du tunnel qui prévaut. Donc, la plupart des êtres vont se retrouver dans ce tunnel. Mais ça ne veut pas dire que ce soit le seul passage. Peut-être qu'il y a encore aujourd'hui des êtres qui vont passer par le Styx. C'est en imagination. Il n'y a pas un tunnel, il n'y a pas une rivière, il n'y a pas une barque. C'est dans l'inconscient collectif. Les choses sont censées se passer comme ça. Donc un être qui se désincarne, eh bien, il se retrouve dans le tunnel. Mais ce tunnel, il est peut-être tout autant fantasmé que réel. Quand je dis réel, c'est qu'il est là, mais il est là parce que la conscience de l'humanité s'est focalisée dessus. Donc quand il y a des milliards de consciences qui pensent qu'une chose va se passer de cette manière, pour échapper au processus, il faut vraiment avoir une force de caractère phénoménale. Donc la plupart des êtres aujourd'hui se retrouvent dans le tunnel. Alors certains y restent plus ou moins longtemps, d'autres y passent très rapidement, d'autres y restent souvent longtemps dans ce tunnel. Mais il y a d'autres passages. Moi, je suis passé par un pont de lumière. Donc, je pense que les êtres qui, aujourd'hui, n'ont pas peur de la mort et qui ont fait un travail important sur eux, ne se retrouvent pas dans le tunnel. Le tunnel ne les accapare plus. Ils ne vont pas se retrouver en vibration avec quelque chose de sombre, et même s'il y a de la lumière au bout, ils vont passer par quelque chose de beaucoup plus clair. Et peut-être que dans quelques décennies ou peut-être quelques centaines d'années, l'idée du tunnel aura totalement disparu, tout le monde passera par un pont, et puis peut-être qu'à ce moment-là, il y aura des êtres un peu plus éveillés qui passeront par un autre biais, on ne sait pas lequel pour le moment, très sûrement du reste. À chaque fois, ça évolue, donc à chaque fois, ça devient plus subtil. On est passé d'une barque tumultueuse, enfin d'une barque sur une eau dangereuse, tumultueuse, où on risquait de se noyer, à un tunnel qui peut être plus ou moins sombre. Maintenant, on va passer dans les temps à venir, on va passer à un pont de lumière. Moi, c'était un pont de lumière translucide. Et puis, petit à petit, les choses comme ça s'affinent. Peut-être qu'un jour, on passera immédiatement, peut-être que ça se fera comme ça, dans l'instant, l'être décède, ensuite il se retrouve sur le plan subtil, dans le champ vibratoire avec lequel il est en résonance. Très sûrement que ça se passera comme ça. Les choses évoluent. S'il y a bien quelque chose de fondamental dans notre histoire, et puis même l'histoire des règnes de la nature, c'est le processus d'évolution. On est là pour évoluer, pour avancer. Toujours plus de conscience.